Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Course Épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Course Épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute. Salut Seb. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi pour apporter une suite logique à nos échanges pré-Barclay que nos auditeurs ont pu découvrir ou pourront redécouvrir dans l'épisode Pastille qui a été publié le 8 mars dernier. J'ai reçu des tonnes de messages. J'ose pas imaginer ce que toi tu as reçu pendant et à l'issue de ta Barclay, mais voilà, les auditeurs veulent tout savoir de ta course et moi le premier. C'est une Barclay, tu vas nous l'expliquer, à laquelle tu as dû mettre un terme lors de la 5e et ultime boucle. Voilà, il y a eu beaucoup de messages d'encouragement, je t'en cite quelques-uns, respect infini, on veut tout savoir, bravo à lui, juste bravo pour sa performance, pour sa première, enfin voilà, je peux t'en citer encore des tonnes et des tonnes. Je vais juste peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la Barclay en 2 secondes, repartir des éléments que tu as toi-même rédigés sur ton post Facebook qui relate l'aventure. Donc c'est 40 km pour plus de 4000 mètres de dénivelé sur chaque tour hors sentier, sur des pentes improbables parsemées de falaises, jonchées de petites ronces et d'arbres morts, et cela réalisé en moins de 12 heures. Les 40 coureurs présents sur la ligne de départ doivent réaliser 3 tours en moins de 40 heures pour obtenir la fun run, et 5 tours en moins de 60 heures pour entrer dans le cercle restreint des 17 finishers. Voilà ton programme, Seb, alléchant programme. C'était un programme très alléchant et qui a alléché. Qui m'a pas déçu. Donc, comme je te le disais en préambule cet enregistrement, donc, j'ai sollicité la communauté de Course Épique qui a beaucoup de questions à ce propos. Donc, je les ai regroupées par thème et regroupé certaines de ces questions qui se recoupaient. Donc, voilà, je vais te les poser un petit peu au fil de l'épisode. La première question, c'est celle de Clara qui me demande comment tu vas. Écoute, ça va bien. Je sais pas, depuis l'arrivée, il y a des petits moments de blues où je me dis que je suis passé à côté d'un truc géant. Et puis, il y a surtout des moments où je suis super heureux d'avoir vécu cette aventure, d'avoir été au bout du bout du bout. Je pouvais pas donner plus. J'ai forcément des regrets. Il y a forcément des choses que je referais différemment, mais globalement. Il y a de la fierté. Oui, parce que ben, tu sais, tu as toujours peur sur un objectif comme ça, que ça se passe super mal dès le premier tour. Je pense au Suisse, au super Suisse, là, qui est adorable, Christophe Nonord, qui se prépare depuis 2 ans et qui, dès le premier tour, se blesse à la cheville et qui doit même pas finir son premier tour. Tu vois, j'avais un peu peur d'un scénario catastrophe comme ça quand tu prépares parce que vraiment, cette course, elle me faisait envie depuis si longtemps. Donc, du coup, là, d'être allé presque au bout des 5 tours, bah oui, je suis quand même, j'ai quand même un sentiment de fierté. Il y a Damian Hall, l'anglais, qui m'a envoyé un message ce matin qui me dit, tu sais, Seb, on fait partie d'un cercle très restreint de 3 coureurs qui ont démarré le 4e et qui l'ont pas fini avec Gary Robbins qui avait échoué de 6 secondes et toi et moi. Donc voilà, c'est des petits messages comme ça. Puis je reçois tellement de messages depuis samedi, ça fait chaud au cœur. Donc, ouais, je vais pas si mal, ouais. Je vais même bien. C'était très émouvant à vivre, en tout cas, je peux te le certifier. Et nous, on est fiers de toi aussi. Seb, là, juste pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, donc tu es revenu en France, on est mardi, c'est ça? Tu es rentré hier? J'ai pris l'avion dimanche, ouais, heureusement, Dimanche. Parce que samedi, j'étais dans un sale état. Là, je marchais vraiment comme un grand-père de 95 ans à 1 km/h. Et donc, on a pris l'avion avec Yannick, mon assistant, dimanche. On a fait quasi une nuit blanche de nouveau parce que dans les avions, on était vraiment à la plus mauvaise. Moi, j'étais à la plus mauvaise place entre deux Américains assez forts, on va dire. Et du coup, j'avais les bras collés au corps, j'ai rien dormi. Donc, je suis revenu en France hier Les après-midi. jambes qui devaient tirer quelque peu. Ouais, voilà, alors les jambes, c'est plus où les mettre. J'avais 2 poteaux en sortant énormes, là, mes jambes ont gonflé. Il y avait bien longtemps que ça n'avait pas fait ça d'ailleurs. Seb, on va remonter un tout petit peu le temps avant le départ. Donc, est-ce que tu peux nous dire, je vais regrouper un peu les questions, mais est-ce que tu as connu la date de départ longtemps à l'avance sur ce que tu peux nous dire? Et puis, voilà, combien de temps toi t'es arrivé avant sur place? Et puis nous reparler un petit peu de Yannick et de son rôle. Tu viens de le mentionner. Oui, écoute, la date, on la connaît quasiment instantanément. C'est-à-dire que quand on reçoit la lettre de condoléances, il y a un groupe Facebook privé qui est créé. Et dans ce groupe Facebook, il t'indique effectivement la date. Ce qui permet d'anticiper, bien sûr, le transport, le voyage, la préparation, tout. Voilà. Donc, après, moi, professionnellement, bah, c'est pas simple, hein. J'ai une super chef d'établissement qui m'autorise des absences comme ça. Mais du coup, j'ai minimisé. Donc, je suis arrivé juste 3 jours avant la course. Et avec Yannick, on est arrivé donc le samedi soir.
Le dimanche et le lundi, on s'est fait 28 et 25 km dans le parc sur les sentiers autorisés pour prendre des repères. Et le mardi, c'était ensuite la prise l'installation au camp, la prise des cartes, du roadbook. Et puis après, voilà, c'était parti. On attendait dès minuit, on était chaud. Moi, je dormais plus. À 20h, j'étais couché pour prendre un peu de sommeil. Puis à minuit, j'étais réveillé, prêt à partir, quoi. Est-ce que ces reconnaissances-là, elles sont utiles? Est-ce qu'il y a déjà des éléments que tu peux réexploiter ou c'est juste plutôt pour commencer à rentrer dans la course en elle-même? Oui, c'est très, très utile parce que tu prends des repères sur certains sentiers, sur certaines crêtes, sur des points de départ de grand azimut que tu vas devoir faire. Donc oui, c'est très utile. Il y a aussi peut-être sur les 40, 5 km ou 6-7 peut-être max sur sentier. Et donc, du coup, de les avoir déjà faits, d'avoir pris des repères, ça permet quand même d'avoir une plus grande sérénité avant le départ. J'ai Cédric qui m'a demandé sans aller à Frozen Head, on peut pas se rendre compte de ce que c'est là-bas. Alors c'est comment? Et puis Clara qui me demande l'ambiance sur place. Qu'est-ce qui t'a surpris? En fait, j'imagine que tu t'es fait plein d'images mentales de ce que tu allais découvrir. Et puis il y a quand même un certain nombre de choses qui filtrent de la Barclay malgré tout. Quelle idée tu t'en faisais? Et puis qu'est-ce qui t'a toi le plus étonné? Est-ce que tu as ressenti en arrivant là-bas? Alors d'abord, j'ai découvert la forêt de Frozen Head et j'étais agréablement surpris parce que j'imaginais une boucherie, tu sais. Et en fait, quand tu te balades sur les sentiers, la forêt, elle est hyper aérée. Les orienteurs qui m'écoutent, ils comprendront. C'est comme si c'était une carte blanche en course d'orientation. C'est-à-dire que c'est une forêt très pénétrable où tu peux courir très, très vite. Okay. Mais ça, c'est le premier aperçu quand tu es sur les sentiers. Mais voilà, donc du coup, pendant les 2 jours, je me disais, tiens, super, la forêt, elle est belle, elle est magnifique, avec des beaux arbres. Et en plus, on voit un coyote le premier jour. Le deuxième jour, on voit un coyote, donc une sorte de loup local. Et comme c'est un peu mon animal fétiche, je me dis, putain, c'est trop bien, quoi. Et c'est assez rare. Et donc la forêt, voilà, le premier aperçu de la forêt. Après, il y a le camp. Et le camp, quand on est arrivé mardi matin, on est arrivé assez tôt pour pouvoir s'installer assez proche de la barrière parce que c'est quand même un point important au niveau des transitions. Si tu dois te déplacer très loin à ta tente, tu perds du temps. Et donc, on est arrivé un petit peu dans les premiers. Et là, il y avait déjà Lazarus et Karl, son second, qui étaient là. Et ils installaient tout. Et c'est vrai que ce moment où tu vas serrer la main de Lazarus, il est émouvant, quoi. C'est un personnage que je suis depuis des dizaines d'années. Et là, j'étais enfin en face de lui et un petit peu échangé avec lui. C'était trop beau. Puis après, ils installent toutes les plaques d'immatriculation des concurrents de l'histoire de la Barclay. Donc, ça fait un superbe décor. C'est assez simple, hein, c'est une organisation très simple, très, j'ai envie de dire, champêtre, chaleureuse. Là, c'est un tout petit espace. Ils font un immense barbecue. Il y a une grande tente et il y a que ça, quoi. Il y a pas d'arche, il y a pas de stand de commerciaux. Enfin, tu vois, il n'y a pas de médias aussi. Vous êtes très à l'abri, j'imagine. Il n'y a pas de caméra, autre chose comme ça. Vous êtes vraiment très préservé. Non, il n'y a pas de caméra. Enfin, il y a souvent une ou deux caméras. Là, il y avait peut-être deux caméramans autorisés. Tu vois, voilà, il doit livrer une ou deux. Il y avait un Français qui venait notamment et qui avait des autorisations pour filmer, d'ailleurs sur le terrain. Donc voilà, moi, c'est déjà tout de suite, j'adore, quoi. Tout de suite, la forêt me plaît. Et le camp me plaît, ouais. Donc, c'est des ondes très positives dès que j'arrive. Xavier m'avait demandé si Laz était cool. Je crois que tu as été un peu frustré de ne pas pouvoir complètement échanger en anglais autant que tu aurais voulu, c'est ça? Ouais, Laz, il est hyper accessible, en fait. Tu peux aller faire des selfies avec lui, tu peux discuter. Il est là. En fait, il est à côté, là. Il est là pour les coureurs, en fait. Et il a beaucoup d'humour. Donc ça, je le vois par ses écrits parce que je l'ai traduit. Mais moi, je suis une quiche en anglais. Enfin, j'arrive assez bien à le comprendre quand il n'y a pas un accent trop fort. Mais moi, personnellement, parler, conjuguer, c'est juste impossible. Donc, je ne suis pas capable de tenir une conversation. Donc, c'est hyper frustrant parce que quand tu rencontres un personnage comme ça, mais tu as juste envie de boire une bière et de discuter pendant des heures avec lui pour connaître le personnage un peu en profondeur, quoi. Donc, ouais, il y a une frustration, bien sûr. Ouais. Ce moment-là, c'est aussi l'occasion de rencontrer les autres coureurs que tu connaissais pas, j'imagine, pour la plupart, et puis les autres Français avec qui tu n'avais peut-être pas échangé avant le départ. De ce que j'avais compris, tu n'avais pas tellement confronté les points de vue et les retours d'expérience de ceux qui connaissaient déjà la course. C'est le moment aussi de faire ces rencontres-là? Ouais, ça c'est très sympa parce que les coureurs arrivent petit à petit. Donc, j'ai beaucoup échangé avec Albert, l'Espagnol, que je connaissais de la Terminerum. Et qui est vraiment un gars charmant. Et puis avec les Français qui sont arrivés petit à petit. Donc il y avait Philippe Alarassi, j'avais échangé avant avec Philippe Richet, qui était Virgin comme moi,
Mhm. mais qui venait avec Alexandre Rico, qui lui était un grand expérimenté de la Barclay, c'était son assistant. Donc là, on avait fait un petit resto ensemble. Et après, j'ai rencontré Guillaume, Aurélien et Maxime, les trois autres Français à ce moment-là. Et il y avait une belle solidarité. Hein. Il y avait un échange. Une fois qu'on a eu les cartes et le roadbook, on a partagé. Enfin, ils ont surtout partagé leurs connaissances. Et du coup, c'était très appréciable. Ils m'ont beaucoup aidé, oui, avant le départ. Comment tu la qualifierais, là, ton impatience des dernières heures avant que le départ soit officiellement sonné par Laz? C'est de la fébrilité? C'est une impatience plutôt très positive et tu as hâte désormais d'en découdre et de faire le grand saut? Comment est-ce que tu la vis? Ah oui, oui, c'est une grande impatience. C'est une immense impatience qu'il allume sa cigarette, quoi. Ça fait trop longtemps que j'attends et j'ai une certaine sérénité et puis j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai vu la carte et puis il faut que ça démarre, quoi. Donc, c'est pour ça que je me réveille à minuit, c'est que j'ai trop hâte que ça démarre vite, quoi. Donc, ouais, ouais, non, je suis pas spécialement stressé, anxieux. J'ai juste envie d'y aller, là, vite. Ouais. Est-ce que tu es arrivé reposé dans les meilleures dispositions possibles? Tu as ce sentiment-là? Écoute, oui, le voyage aller s'était bien passé. On avait fait des bonnes nuits à l'hôtel avant. Donc, franchement, ouais, ouais, oui, oui. Ça aurait été idéal forcément d'arriver une semaine avant. Mais en même temps, j'aurais tourné un peu en rond et peut-être que dans ces moments-là, tu commences un peu à cogiter. Donc, je trouve que si c'était à refaire, je pense pas que j'irais forcément beaucoup plus tôt. Sauf si j'étais en vacances avant et je profiterais peut-être pour visiter un autre coin des États-Unis, tu vois, pas très loin. Ta directrice d'établissement est cool, mais elle va peut-être pas te donner 2 semaines en mars l'année prochaine. Ben, Ouais. c'est ça. En tout cas, je ne vais pas demander 2 semaines. J'ai demandé 8 jours. J'ai minimisé au maximum. Ouais. Seb, on va rentrer dans ta course. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes de ton premier tour qui se passe globalement bien? Donc là, ça se concrétise et c'est le moment de la grande découverte. Comment est-ce que tu vis tout ça là? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce que tu prends plaisir à découvrir? Et puis ta stratégie, je crois que vous êtes vous jouez en garde rapprochée aussi sur ce premier tour qui est une des stratégies qui semble quasi indispensable pour pouvoir passer les tours les uns après les autres. Voilà, comment tu vis ce premier tour? Écoute, c'est un peu l'incertitude. Tu sais, tant que le départ n'est pas lancé, tu sais pas les jambes que tu as exactement. Tu espères être en forme, mais tu sais pas trop, quoi. Donc, effectivement, ça part assez vite et tout de suite, là, au bout d'un petit kilomètre, on attaque une crête hyper raide. Et là, ben là, c'est là que tu vois si tu as les jambes ou pas, quoi. Et écoute, tout de suite, je vois que j'arrive à suivre. Je suis dans les 5 premiers et que ça fonctionne bien. Donc, déjà, tout de suite, tu te dis, waouh, c'est bon, j'ai les bonnes jambes. Et puis, tout de suite, tu te rends compte du chantier parce que ce que j'avais découvert, moi, de la forêt sur les sentiers, là, c'est plus du tout la même. Donc, tu te rends compte qu'il y a plein de petites ronces, qu'il y a des petites falaises à contourner, que voilà, c'est pas si simple et que c'est hyper raide. Et notamment les premières descentes, ouais, tu sillonnes entre des vallons, des crêtes, tu passes en bord de falaise, et des fois tu es sur les fesses, et des fois ça glisse, c'est des tapis de feuilles, et puis tu pars en glissade sur 10, 20, 30 mètres. Ça, tout de suite, tu es dans l'ambiance, et tout de suite, J'ai je me vu, rends Seb, compte que aussi tu trouvais que les descentes plus difficiles que les montées d'ailleurs. oui, alors moi je suis assez à l'aise en descente et je me rends compte très vite aussi, et ça c'est un point super positif avec Maxime Baudouin, on voit tout de suite qu'on est peut-être presque plus à l'aise que ceux qu'on suit, parce que forcément, là on prend pas le lead, hein, on se met derrière les anciens, notamment il y a Guillaume Calmette là, qui connaissait bien le début, qui prenait souvent la tête et qui montrait la trace. Et avec Maxime, on se fait la réflexion, t'as vu, on descend pas mal là, on est à l'aise, c'est cool. Et donc, voilà, pas mal d'éléments positifs comme ça au début. Puis on se rend compte aussi qu'il y a un sacré niveau parce qu'on se retrouve dans la deuxième ascension où il s'est déjà passé quasiment 1 heure et demie. On est encore 15, quoi. Tu vois, on est encore 15 groupés. Et puis, on arrive dans un nouveau secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, il y avait 15 livres au lieu de 13. Il y avait 7 nouveaux livres. Et là, les anciens, tu voyais bien que sur les nouveaux livres, ils n'avaient pas envie de s'échapper. Et donc, on arrive sur les nouveaux livres et on arrive sur un livre notamment qu'on ne trouve pas. Et on se retrouve à 20 à chercher un arbre particulier. Et on était sur un petit sommet à tourner à 20. Et là, c'était un avantage d'être à 20. Et à un moment donné, il y en a un qui l'a trouvé au bout de 10 minutes de recherche. Hein, c'est long. Et là, donc, on s'est tous précipités à 20 après pour arracher notre page. Et puis, on a continué comme ça sur un nouveau secteur qui était assez engagé. Et c'est vrai que sur ce nouveau secteur, moi, je n'ai pas hésité de temps en temps à passer devant parce que j'avais un bon petit feeling pour passer dans les champs de ronces ou éviter les falaises.
Et c'était je dirais le seul moment du premier tour où je suis passé devant pendant 1 heure, j'étais un peu devant, quoi. Voilà. Mais sinon, effectivement, je m'astreignais à rester derrière et, euh, et à essayer de prendre des repères, hein, essayer de prendre un maximum de repères pour quand je serai seul éventuellement. Et puis sur le dernier tiers de la course, de ce premier tour, il y a John Kelly qui a attaqué avec Damian Hall, l'anglais. Là, c'était un peu les. Bon, John, voilà, il avait envie de faire un peu le ménage. Il trouvait que 15, hein, c'était un peu trop nombreux. Donc John, là, il a attaqué et puis on s'est retrouvé, du coup, on s'est retrouvé à 6. On s'est retrouvé à 6 pour le dernier tiers de ce premier tour. Et sur des livres connus, là, il connaissait par cœur, John. Donc là, il s'est dit, là, c'est bon, maintenant, je peux attaquer. On n'a plus besoin d'être 15 pour trouver les livres. Et voilà, donc j'ai fini ce premier tour avec eux, en me sentant bien, si ce n'est que le soleil 8h30. arrivait et que la chaleur montait. Donc voilà. Et 8h30 de course qui est, j'imagine, en avance par rapport à ce que tu imaginais sur ce premier tour. Bah écoute, non, c'est souvent l'année dernière, ça avait été encore plus vite le premier tour. Ok. Donc, ouais, je m'étais dit qu'en moins de 9 heures, un premier tour, c'était un bon début, quoi. Donc là, 8h30, c'est hyper satisfaisant pour un premier tour. J'ai pris pas mal de repères. Donc là, le moral est au beau fixe, ouais. Il y a un passage sur cette boucle, enfin sur toutes les boucles d'ailleurs, où tu croises, enfin qui est la tower, où les assistants peuvent t'observer, c'est ça? Il y a une interaction Ouais. possible ou vous êtes tenu à distance et Moi, ils sont en hauteur et vous pouvez juste échanger de loin? ouais, non, non, il y a aucune. Ils sont là. Alors, les assistants ont le droit de nous voir. Et donc là, c'est le premier tour. Donc, il y a tout le monde là. Donc, il y a une belle ambiance. Et, euh, et non, non, on peut pas vraiment échanger. Enfin, juste, tu fais un petit signe, tu dis que tout va bien, quoi. Mais voilà, grosso modo, c'est tout. Ouais, je me disais, Yann, il doit attendre parce que ça doit être hyper stressant pour les assistants parce que tant que t'as pas vu passer, tu vois, au premier tour, ton coureur, tu dois te dire, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il va bien, etc. Toi, j'imagine que la femme de Christophe Nonorg, elle a attendu longtemps, ça a dû être dur. Et là, Yann, sur ce premier tour, il a vite été rassuré, donc j'étais content d'être dans le groupe de tête pour lui, quoi. Combien de temps de pause entre ces deux premiers tours pour toi, Seb? On parle de quelques minutes. C'est quoi l'idée là? C'est de repartir vite? Oui, bah là, moi, j'ai dû mettre 8 minutes de pause et je repars troisième. Il y a Ior, l'Ukrainien, et John qui ont dû mettre 2-3 minutes de moins. Ils ont fait vraiment un arrêt express. Bon, moi, je me suis posé, je me suis pas changé, j'ai mangé, j'ai repris du ravito et je suis reparti avec un hachis parmentier. Et puis, j'ai fait le premier kilomètre en marchant très vite, trottinant et en mangeant mon hachis parmentier. Voilà. Comment il se passe ce deuxième tour donc qui est bien chaud? Tu vas souffrir de la température et puis tu vas connaître une première aussi avec des crampes, je crois. Comment tu as ressenti et vécu ce deuxième tour? Ouais, deuxième tour, écoute, très bien. Alors, on repart dans l'autre sens, donc c'est sympa parce que tu croises les autres coureurs, tu fais des petits coucous, des encouragements. Et sur ce deuxième tour, il y a un premier col, tu montes un col en fait en lacet, c'est le seul col, la seule ascension facile. Du coup, bah, je reviens sur John et Yor et on se retrouve à nouveau à 5 là. Et, euh, et du coup, c'est sympa. Du coup, à nouveau, je suis en groupe, sauf que là, il commence vraiment à faire chaud. Et en fait, je me mets à avoir des crampes, ce qui m'arrive jamais. Et en fait, Maxime Gaudouin, qui est aussi revenu à ce moment-là, me dit écoute, moi aussi, je suis perclus de crampes depuis quelques heures. Et en fait, il m'explique ce que je ne savais pas, parce que moi, je ne me suis pas renseigné sur tout, loin de là, que en fait, l'eau là-bas n'est pas du tout minéralisée. Et qu'en fait, il faut vraiment faire un apport de sodium, d'électrolytes en plus. Sinon, voilà, quand il fait chaud, voilà ce qui nous arrive. Donc là, bien sûr, j'ai pas de sodium, j'ai pas d'électrolytes, rien, quoi. Je découvre des muscles improbables. Parce que alors là, tous les muscles, les uns après les autres, se mettent à cramper. Alors ça m'empêche pas d'avancer, mais c'est hyper douloureux. Tu t'arrêtes une seconde ou deux, tu repars. Une fois qu'il s'est détendu, mais bon, c'est une sensation étrange et spéciale qui est pas hyper rassurante, on va dire, ouais. J'ai une question de Nordine qui parle de toutes ces griffures, en gros, que tu as sur les jambes. Est-ce que c'est extrêmement douloureux et délicat, ces passages-là dans les ronces? Alors là, c'est des petites ronces, mais alors des toutes petites. Des fois, tu coinces les pieds dedans parce qu'elles sont très très basses. Et alors, elles te piquent, elles te griffent, elles te font un tout petit peu saigner. Et au fur et à mesure des heures et des tours, ça devient insupportable. Mais parce que tu en as des centaines et des centaines sur les jambes. Et plus la fatigue. Alors, ouais, ça t'empêche pas d'avancer, mais franchement, des fois, tu hurles, t'en peux plus, quoi. C'est plus possible, quoi. Et j'aurais voulu remettre mon pantalon, mais j'aurais fait une hyperthermie. Enfin, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire, tu as besoin de te rafraîchir, d'aérer, de mettre de l'air sur tes jambes, mais en même temps, tu te fais griffer de partout, quoi. Donc, c'est chaud, ça, ouais. Ton sentiment, Seb, sur ce parcours-là anti-horaire? L'autre boucle, alors dans l'anti-horaire,
il est vachement plus agréable en termes de points d'attaque sur les livres en orientation. Par contre, les montées il y a 3-4 montées, mais les plus dures du coup. Donc voilà, c'est la difficulté. Je m'en rendrai compte après dans les tours suivants. Je fais moins d'erreurs d'orientation. Par contre, physiquement, il est épuisant et du coup, il est fort probable qu'il coûte un peu plus de temps que il soit plus long quoi, à réaliser. Est-ce que tu es surpris par la solidarité qu'il peut y avoir entre les coureurs, entre tout le monde, ou est-ce que pour toi c'était acquis que ça se passerait de cette façon-là? Moi, je pensais bien que ça se passerait comme ça, et ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le premier qui arrive, au début, quand on est 20, non, chacun prend sa page. Et puis, quand on n'est plus qu'un petit groupe de 4, 5, 6, là, le premier qui ouvre le livre, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on a un dossard aléatoire. Donc, dans le livre, si tu es à côté du gars qui a le 3 et toi, tu as le dossard 50, ça va pas. Mais quand on repart dans l'ordre, il nous donne les dossards dans l'ordre. Donc, si tu veux, là, le petit groupe, quand on part au second tour, on a les dossards qui se suivent. Donc, le premier qui ouvre le livre, il prend les 5 pages correspondantes, il déchire et après, il distribue aux autres. Donc, ça permet au groupe de gagner du temps et c'est une belle solidarité. Ouais, c'est super sympa. Et puis, moi, je sais que dans ce deuxième tour, à la fin, j'étais un petit peu à la traîne et ils n'ont pas hésité à m'attendre parfois 15 secondes, 30 secondes avec ma page. Voilà, il y avait une belle solidarité, ouais, carrément. Donc là, tu boucles ce second tour en forçant un petit peu pour citer tes termes. Tu boucles ce second tour en moins de 20 heures. Là, il est 1h du matin, c'est ça? C'est froid, les conditions, en gros, l'amplitude thermique, c'est un gros sujet, j'imagine? Ouais, là, il fait de nouveau froid. Alors, quand tu es en course, c'est super. Et puis, dès que tu t'arrêtes, là, effectivement, moi, j'ai puisé avec les crampes, avec ce petit coup de chaud. J'ai vraiment puisé pour rester avec le groupe, là, sur la fin. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'un moment de repos. Et je me dis que le timing est bon, qu'on a pris de l'avance. Donc, j'ai vraiment l'intention de faire une mini-sieste et de bien m'alimenter, de faire une mini-sieste. Bon, sauf que l'alimentation passe pas bien parce que dès que j'ai chaud, j'arrive plus à manger. Et donc, je m'alimente peu et je vais quand même dans la tente m'allonger. Sauf qu'en fait, je suis transi de froid, je grelotte et ça va pas être hyper efficace en fait comme pause. Parce que mes 4 compagnons, non, mes 5 compagnons à ce moment-là repartent assez vite. Et moi, en fait, je repars après eux, mais je me suis pas reposé comme je le souhaitais, quoi. J'ai beaucoup de questions autour de la nutrition. Donc, Stéphane, Julien, Benjamin qui m'ont interrogé notamment sur ce que tu mangeais pendant les tours, avec quoi tu partais, et puis entre les tours. Oui, ça c'est. Écoute, premier tour, ça s'est bien passé. J'avais plein de petites barres, des gels, vraiment de la nutrition sportive classique, j'ai envie de dire. Quand je suis arrivé à la transition, donc j'ai mangé un hachis parmentier, des choses un peu plus solides, une crème anglaise, mon baobab que me prépare mon partenaire nutritionniste. Et donc là, c'était vraiment bien. Et après, sur les tours 2, 3, 4, ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, j'étais essentiellement avec des choses d'un liquide, quoi. Donc, j'étais avec mon Propulse, qui est une boisson énergétique qui vraiment passait super bien, qui était framboisement, qui était fraîche. Donc, heureusement que j'ai eu ça parce que ça m'a vraiment apporté. Et puis, j'avais des pommes potes aussi énergétiques. Donc, on va dire que sur mes tours 2-3, voilà, c'était hyper light. Et du coup, j'ai fait mon régime minceur comme d'habitude, quoi. Voilà. Tu souffres de ça? Tu sens qu'il te manque un peu de combustible? Oui, clairement, oui. Bah oui, clairement. Clairement, tu baisses un peu dans les montées, forcément, et puis tu puises vraiment dans tes réserves. Donc, c'est pas souhaitable, hein. J'ai réussi pendant le 3e tour à manger un peu. J'avais emmené avec moi des lasagnes, il y avait un lyophilisé de lasagne, tu vois, donc j'ai réussi à en prendre de temps en temps un petit peu. Donc, ça a été, quand même, j'avais un tout petit apport de plus que les choses liquides, on va dire. Mais c'est un sujet, ça, moi, je m'attendais vraiment pas à avoir chaud et ça a été vraiment une difficulté à gérer sur les tours 2, 3, 4. C'est un petit peu dommage, mais bon, je trouve des solutions. Je sais pas s'il y en a, mais il faut que je trouve des solutions. Seb, ton 3e tour, puisqu'on va se plonger dans ce 3e tour désormais, il démarre pas tout à fait idéalement au niveau du livre 2. Et puis, c'est une mésaventure qui te suit un peu. Alors, je sais pas si ça se passe exactement de la même façon, mais sur le livre 4, puis le livre 9, est-ce que tu commences à avoir le sentiment peut-être que la course pourrait commencer à t'échapper d'une certaine façon? Est-ce que ça te préoccupe? C'est vrai qu'à chaque erreur, tu te dis, mince, là, je viens de perdre un beau petit matelas, c'est dommage. Et en fait, le départ de mon tour 3, donc je repars seul, mais il y a Jared et Craig, le néo-zélandais, qui sont derrière, peut-être à 5-10 minutes dans la première ascension, et je vois leur frontal.
Et en fait, quand je pointe le premier livre, c'est un aller-retour, je les croise. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, s'ils sont bien, ils vont revenir sur moi et on fera cause commune, j'aurai à nouveau des amis avec moi, ça sera super. Sauf que derrière, je fais une énorme erreur. Enfin, ce qui est compliqué sur la Barclay, la carte n'est pas d'un grand secours parce qu'en fait, tu dois prendre une crête et il y en a une sur la carte, sauf que sur le terrain, il y en a 10 ou 15 qui sont avec des petits vallons intermédiaires et du coup, il faut vraiment que tu partes sur la bonne au départ. Et il faut un marqueur, il y a un marqueur sur le terrain, un repère qu'ont les anciens. Et en fait, moi, j'attaque ma descente sur le livre 2 trop tôt. Du coup, je pars sur une crête qui n'est pas la bonne, qui a pas tout à fait la même orientation. Et je me décale au nord. Et surtout, quand j'arrive en bas dans la vallée, je prends un moment à comprendre. Et puis je me fais 1,5 km de plus, quoi, tu vois. Et du coup, quand je trouve enfin le livre 2, j'arrête des crêts qui sont passés. Et du coup, je suis seul, quoi. Et alors que si... presque, mais après coup, tu vois, j'aurais dû m'arrêter au livre 1, les attendre, mais en même temps, tu sais pas si physiquement ils sont en mesure de. Parce que j'arrête, bien sûr, il a déjà fini 3 fois, mais c'était il y a de nombreuses années, donc tu vois, je savais pas si j'arrête d'être en mesure cette année de finir cette Barclay. Donc tu sais pas trop comment, tu vois, c'est mon côté Virgin, ça, je savais pas trop là quelle bonne attitude adopter. Et finalement, là, je fais une erreur, c'est la double peine. Je perds du temps et je perds 2 compagnons de route. Et derrière, pareil, livre 4, je suis sûr d'être au bon endroit, je me recadre, je repère un petit peu de temps, le livre 9 à nouveau. Et du coup, ce tour 3, où j'aurais pas dû perdre du temps sur une moyenne de 12 heures, et ben finalement, alors que j'avais encore bien les watts, je commence à perdre du temps sur l'avance que j'avais pris. Donc, ouais, c'est Ça te fait forcément sortir de tu ta comprends. course d'une certaine façon ou pas du tout? Est-ce que la barrière horaire devient d'un seul coup un sujet qui est au cœur de tes préoccupations ou tu arrives à l'évacuer et puis à passer outre assez rapidement et à te remettre dans ta marche en avant? Non, mais tu l'as toujours en tête, en fait, hein, la barrière horaire, hein. Tu regardes Mm. toujours le temps que tu as. En fait, c'est tellement bien tracé que c'est ric-rac pour faire 60 heures, Mm. en fait. Donc, tu vois, l'Ukrainien, là, il finit avec une heure d'avance. Les autres, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose jusqu'à Jasmine, 99 secondes. Donc, tu vois, Mm. tu sais tout de suite que ça va être vraiment serré. Donc, chaque petite erreur, tu te dis, ah bah, c'est bête. C'était un petit matelas là que tu viens de t'enlever. Donc, bon, bah après, moi, je rebondis tout de suite et je remets des watts, je réaccélère pour essayer de compenser un petit peu la perte de temps. Et voilà. Mais oui, c'est vraiment, t'as le minuteur. De toute façon, sur ta montre, t'as l'heure, t'as que ça. Et donc, forcément, t'es amené à la regarder, hein. Tu boucles ton troisième tour donc après 33 heures. Est-ce que il y a une satisfaction quelconque déjà de réaliser la fun run, qui est quand même une performance en soi, ou est-ce que tu n'es pas là pour ça? Bah, si tu veux, après mes 2 premiers tours, non, je suis pas là pour une fun run. Si tu veux, à la fin du deuxième tour, vu l'avance qu'on a par rapport au timing, je me dis pas, il faut que je fasse une fun run. Donc, j'y pense même pas. Je suis à la fin du deuxième tour, je suis vraiment parti pour faire les 5 parce que c'est un timing qui est bon pour 5 tours. Donc, je me dis, ah bah, allez, bingo, quoi. Mais donc voilà, oui, je fais la fun run, mais je me dis surtout que j'ai perdu 1 heure bêtement sur mes erreurs. Mais en même temps, voilà, je découvre, je suis tout seul. J'ai quand même réussi à boucler le tour tout seul. Et je vois bien qu'il va falloir que je continue tout seul. Donc, je fais une pause beaucoup plus courte et je repars assez vite, là. J'ai pas mal de questions sur l'orientation. Donc, pour citer Benjamin, Stéphane et Florian, globalement, les questions, c'est de savoir si tu as été surpris par le niveau de difficulté de l'orientation, éventuellement, je ne sais pas dans quelle mesure c'est comparable avec ce que tu as pu expérimenter en raid d'aventure. Comment tu jauges là, cette dimension-là d'orientation? Tu vois, concrètement, il y avait 3 facteurs, on en avait parlé, hein. Il fallait, pour réussir, être bien physiquement, mentalement et puis bien orienté. Ben, concrètement, oui, ça a été ce qui a été défaillant chez moi, là, tu vois? Pourtant, je t'avais dit, hein, il faut être humble avec l'orientation et là, pour le coup, j'ai fait trop d'erreurs. J'ai été surpris mais c'est souvent le cas en raid d'aventure aussi, tu me diras, hein, pourquoi j'ai pas mieux géré, mais il y a il y a énormément de micro-reliefs. Les orienteurs comprendront, c'est-à-dire que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une multitude de crêtes, de rentrants, de vallons, qui fait que ben, tu peux vite perdre le bon. Et si ce n'est qu'en raid d'aventure, c'est pas grave, à un moment donné, si tu perds une demi-heure, bon, ben, c'est pas dramatique, quoi. Sauf que là, tu as un timing serré de 60 heures et en fait, chaque petite erreur pose problème, quoi. Et donc, du coup, oui, je savais bien que la carte n'offrait pas les détails du terrain.
je m'attendais pas à ce que le terrain soit un tel chantier. Et en fait, la difficulté, c'est que quand tu n'es pas sur la bonne crête, bah, tu vas te retrouver en plus bloqué par des falaises. C'est-à-dire que la crête qui passe, elle n'a pas forcément de falaise, ou en tout cas, tu les connais, tu sais si tu passes à droite, à gauche, puis des fois, tu te retrouves à d'autres endroits, et là, tu es complètement bloqué, tu remontes, tu fais demi-tour, ou c'est un chandron, tu remontes, tu fais demi-tour. Et du coup, il faut avoir aussi un peu de chance. Voilà, il faut aussi avoir un peu de chance dans tes micro-erreurs. Parce que des fois, tu fais une micro-erreur et puis tu te recales et tu as perdu 1 minute, c'est pas grave. Et puis des fois, ta micro-erreur, elle fait boule de neige, tu vas chuter, tu vas casser un bâton, tu vas repartir. Enfin voilà, c'est. Donc non, je m'attendais à un truc compliqué. J'ai pas été déçu à ce niveau-là. J'ai été déçu de mon adaptation et du cumul de mes erreurs, ouais. Question de Stéphane sur ta gestion du sommeil. Je crois que la réponse va être assez rapide. Bah là, pour le coup, tu vois, j'ai fait 60 heures sans dormir, ce qui m'est jamais arrivé. Et je pensais pas que c'était possible, parce que finalement, j'ai pas tant souffert du sommeil que ça. Ça a été pendant 2 heures sur le 5e tour. Mais en fait, la Barclay est tellement exigeante, elle offre tellement 0 moment de repos qu'en fait, ça te maintient éveillé. C'est-à-dire que les descentes sont aussi dures que les montées. Et du coup, bah, t'as pas sommeil. En fait, quand on a sommeil sur des efforts comme ça, c'est que tu as un long plat, ou tu fais du kayak, c'est monotone, c'est lancinant, ou tu es à vélo sur une piste qui est interminable. Et ben en fait, la Barclay, c'est jamais ça. La Barclay, soit tu es sur une pente de 50% et puis tu dois planter tes bâtons à fond pour pas reculer, soit c'est la descente avec le même pourcentage. Et là, tu vas faire une glissade, tu vas te relever, tu vas avoir les pieds qui te brûlent. Enfin, tu vois. Donc finalement, le sommeil n'a pas été un souci si important que ça. Sauf une fois que tu arrives, oui. Alors une fois que tu arrives, tu es en mode zombie, c'est terrible. Une question que me pose Johan, auquel j'aimerais bien avoir la réponse. Que s'est-il passé après la boucle 3 ? On va repartir avec toi. C'est pour cette 4e boucle. Tu as fait 18 minutes de pause, je crois, entre la boucle 3 et la boucle 4. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce 4e tour ? Écoute, ce 4e tour, il se passe pas mal. Il se passe pas mal sur les 19-20e. Je suis assez content. Je minimise, franchement, je fais beaucoup moins d'erreurs. J'ai pris des bons repères. Et puis ce sens-là, je te le disais, il est plus facile en orientation. Donc tout se passe pas mal. Et quand j'arrive au livre 2, grosso modo, donc il ne me reste plus que le livre 2 et 1, comme on est en sens anti-horaire. Je me dis que je peux arriver avec quasi 1h30 de marge, 1h15, quoi, je suis bien. Et sauf que je m'étais planté dans le tour d'avant dans la descente sur la 2, ben là je me plante dans la remontée sur la 2, de la 2 vers la 1. Et du coup, bon là forcément c'est le milieu de la nuit, je suis pas très lucide quand même au niveau du cerveau. Et je me décale un petit peu encore dans mon azimut. Et quand j'arrive, je pense, en fait il y a un petit replat, je pense être au bon endroit. Et puis j'avance et là je vois un lac et je me dis mais j'ai pas vu de lac dans les 3 tours d'avant, mais c'est quoi ce délire quoi, je suis pas au bon endroit, je refais demi-tour, je doute complètement de mon positionnement, je regarde alors là les réflexes d'orienteur, je regarde l'orientation de la crête sur laquelle je suis, j'arrive à la repérer sur la carte, mais je trouve pas l'endroit où je dois être. Du coup je monte à un sommet pour me recaler. Donc le sommet, c'est bon, je l'ai bien identifié, je suis sûr de moi à 100% pour retomber à l'endroit où j'étais au début, quoi. Enfin, tu vois, je perds une demi-heure facile là sur un aller-retour, mais même plus, quoi. Donc là, je me mange un temps, mais incroyable, improbable. Bon, je finis par trouver mon livre 1, mais un peu déconfit, tu vois, parce que je viens de manger vraiment là. Là, certainement que là, je mange mon statut de finisher, tu vois. Et après, je fais la descente. Et la descente, en fait, c'est difficile de savoir quand quitter la crête pour aller vers le camp. Et en fait, avant d'aller au camp final, tu dois traverser une petite rivière et rejoindre la route. Et moi, je me décale un peu trop longtemps. Et du coup, je ne coupe pas la rivière. Je finis au début de la route. Sauf qu'on est de nuit et j'ai une frontale. Et donc, je rentre par la route. Et là, je me dis, bon, c'est bon, je regarde l'heure. Donc, il me restait 25 minutes, quoi. Tu vois, il me restait 25 minutes avant la deadline. Bon, je venais de manger 40 minutes, mais j'avais le temps de repartir pour mon 5e, tu vois. Et puis là, il y a Karl et Lazarus. Il y a Karl qui m'explique, écoute, Sébastien, tu n'es pas passé par le parcours de la Barclay. Il fallait que tu coupes la rivière. Et là, je le regarde, je lui dis, bon, il faut que j'y retourne alors. Et il me dit, oui.
Donc, allez, c'est parti. Je fais demi-tour, je recoupe la rivière, je reviens et hop, encore 10-15 minutes de perdu. Bon, et donc, du coup, j'arrive, il est 47h45, quoi. Et donc, j'ai 15 15 minutes minutes de transition. Ouais. pour faire ma transition et repartir parce qu'il n'est pas question que je reparte pas. Et puis, au fond de moi, je me dis, bah, pourquoi pas créer un exploit et faire un dernier tour en 12 heures, quoi. Et tu as les Français avec qui tu échanges pas mal aussi à ce moment-là, je crois. Il y a pas mal d'encouragement. Tu les Ouais, as là, invités à c'est nouveau. génial. Là, il y a tous les Français. Là, tous les Français sont là et pas que. Et j'ai énormément d'encouragement, de conseils, chaud au cœur et c'est un beau moment de solidarité, de fraternité. Là, ouais, c'est chouette. Et je repars donc, sauf que je suis un peu, ma carte précédente, à force de la regarder, de la sortir de la rentrée, elle est complètement déchiquetée. Donc je demande à Yann une nouvelle carte. Il sait pas où elle est. Enfin, il me faut à nouveau, voilà, je fais un nouveau bâton. Enfin bref. C'est un moment. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais j'ai cassé 2 fois un bâton et sur le tour 2, je casse un bâton et j'ai pas la présence d'esprit. Pourtant, ça m'est déjà arrivé de prendre un bout de bois pour compenser, tu vois. Hmm. Et mais sur le tour d'après, oui. Donc du coup, j'ai fait tout un tour avec un bâton, un vrai, et un bout de bois que je cassais régulièrement et j'en reprenais un autre. Ça m'occupait bien. Guillaume me pose la question de savoir dans quel état d'esprit tu es au moment de te lancer dans ta 5e boucle. Ouais, écoute. Je me dis que bah, y a plus rien à perdre. De toute façon, faut y aller, hein, faut tout donner. Si je fais 0 erreur d'orientation, pourquoi pas, tu vois, parce que physiquement, je sens que je me sens. Enfin, en fait, physiquement, je me suis senti quand même vraiment bien tout le long, quoi. Je sentais que les montées, j'enchaînais bien, que je faisais un bon dénivelé à l'heure, tu vois, et les descentes. Et puis les descentes sur le dernier tour, je me suis dit, bon, bah tant pis, t'as pas mal aux pieds, hein, t'as mal nulle part, t'y vas, hein, Hmm. tu débranches le cerveau et tu vas à fond, quoi. Donc, si tu veux, j'y vais, je pars même en courant, hein, j'y vais. C'est un plat montant pour démarrer dans le sens horaire. Alors, déjà, je démarre dans le sens horaire, alors je me dis, ouais, chouette, sauf que ça m'a joué des tours au tour 3, je suis pas à l'abri de faire des erreurs, quoi. Donc, ouais, je repars à fond. Je repars à fond en me disant, allez, tu vas faire le truc, quoi. Question de X, là, je connais pas son prénom, qui me demande jusqu'à quel moment tu y croyais encore là dans cette 5e boucle, à quel moment tu fais le constat que tu n'aurais pas la force d'aller au bout de la 5e ou que le temps en tout cas te permettait pas de le faire, tu manquais de temps pour réussir à aller Ben, jusqu'au je bout. refais une petite boulette à la 2 dans ma descente et donc bon, mais je me dis, allez, on sait jamais, c'est bon, t'as pas perdu trop de temps, continue, continue. Là, j'ai super sommeil, donc je monte l'ascension d'après à fond pour me réveiller. Je chante Jacques Brel dans tous les sens, enfin, j'arrêtais pas, quoi. Et, et ça s'enchaîne bien après, livre 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Et ce livre 7-8, là, il y a pas mal de petits replats, quelques petits replats avec des pistes où là, je cours à 10-12. Enfin, tu vois, vraiment, je remets. Ça paraît pas impressionnant comme ça, mais je vous assure qu'à ce moment-là, Fallait sortir courir à à ce moment-là. 12, Ouais. Hmm. courir à 12, t'es content, quoi. Ouais. Et là, je regarde l'heure parce que je m'étais dit, bon, allez, il faut que tu es entre 3h30 et 4h à la Tower pour espérer être finisher, tu vois. Et je refais une erreur à la 9 comme j'avais fait au 3e tour. Et là, je me reprends 20 minutes dans les dents et c'est là que je me dis, ben là, c'est mort. Là, c'est mort, voilà. Et bon, je continue, je fais mon livre 10, je monte au livre 11, mais beaucoup plus doucement. Le livre 11, c'est juste avant la tour. Et là, je me dis, là, je regarde l'heure, bah, il me restait 2h30. Ouais, il me manquait une bonne heure, quoi. Une heure. Et ouais, bah là, voilà. On va dire que c'est au livre 8. Un peu après la mi-course du 5e, quasiment aux 2 tiers, que je sais que c'est mort. Et là, l'idée, c'est à partir du moment où tu fais ce constat-là, c'est de rentrer le plus vite au camp, en fait, c'est ça, hein, de pas. Ouais, j'hésite. Parce qu'en fait, pour te dire, comme il croyait pas trop, là, il y a un gars de l'orga qui vient me voir avant que je parte au 5e tour. Il me dit, bon, si jamais tu rentres pas en 68 heures, hein, si jamais ça se passe mal, tu rentres au plus vite. Si on veut pas te chercher, on veut pas être inquiet, etc. Ce que je comprends, hein. Parce que de toute façon, ils ont aucun moyen de nous localiser. On a zéro GPS, zéro tracker, rien. Donc, ouais, j'hésite à prendre tous les livres sauf un. Mais bon, à quoi bon, ça change rien. De toute façon, c'est pas une course chrono, hein, donc c'est soit tu finis ton tour, soit tu le finis pas avec tes 15 livres, soit tu le finis pas. Donc ouais, je décide d'aller au plus vite. Et puis j'ai bien fait parce que du coup, j'ai pu avoir un bel accueil.
Un super bel accueil, hyper chaleureux, parce que du coup, tout le monde attendait encore Jasmine, puisque les 4 finishers venaient d'arriver quasi. Et tout le monde attendait Jasmine. Donc moi, je suis arrivé entre les 4 finishers et Jasmine. Du coup, ça m'a bien réchauffé le cœur. J'ai eu un bel accueil. Là, c'était à ce moment-là, tu as vécu vraiment le suspense à son extrême, puisque là, tu l'as dit tout à l'heure, sa course s'est jouée à 99 secondes pour qu'elle soit la première femme à devenir finisher de la Barclay. Tu as eu le sentiment, je l'ai lu, en tout cas, de vivre un moment historique. Tu te sens très privilégié, au-delà de ce que toi tu as ressenti, de vivre cette arrivée de Jasmine. Bah, clairement, après, je peux dire quelques mots sur Jasmine, parce que du coup, j'ai fait 2 tours, plus de 2 tours avec elle. Tu vois, sur le premier tour, elle fait un petit peu l'élastique. Elle finit pas tout à fait avec le groupe de tête, mais sur le deuxième tour, au moment de la grosse chaleur, elle revient sur nous et elle semblait pas gênée, tu vois, elle était vraiment bien dans la chaleur. Et derrière, je suis avec elle, un petit peu devant, un petit peu derrière, et je vois bien qu'elle elle est dans une condition incroyable, quoi. Et je la recroise après, je la croisais à chaque tour puisqu'on était décalé, et elle me dit au départ du tour 4, elle me dit: je suis dans un mauvais jour. Donc là, j'étais un petit peu inquiet pour elle. Et, et finalement, quand elle repart au 5e, je la croise, je la trouvais mieux. Donc, oui, alors cette attente, elle est fabuleuse, si tu veux, parce que personne n'y croit, en fait. Parce qu'elle elle avait 3h37 à la Tower de marge, et tout le monde disait: c'est pas possible, il faut 4 heures, c'est pas possible, elle le fera pas, elle le fera pas. Et cette rumeur qui monte, c'est à 3 minutes, on entend un bruit. Alors tout le monde regarde vers le bas de la route, et puis il y a un enfant qui crie, et puis il y a un homme qui s'agite, et tu vois ce petit point rouge qui arrive en courant, et qui est complètement un peu robotisé, elle est à fond là, et ce moment d'émotion, mais je sais pas si j'ai déjà vécu un moment d'émotion sportive. Enfin, le sport nous apporte ça, tu vois, mais tu pleures, quoi. Enfin, c'est un scénario improbable. Elle aurait pu arriver 1 minute après, tu vois, ça aurait été dramatique. Et elle arrive, non, en 99 secondes, elle touche la barrière 99 secondes, tu vois. J'étais juste à côté de Laz, je voyais Laz, il regardait sa montre, il regardait Jasmine, il regardait sa montre. Et on voyait bien quand elle a débouché en bas de la... Si tu vois, quand elle débouche en bas de la ligne droite, on sait qu'elle aura le temps. On sait qu'il lui faudra pas 3 minutes pour faire ces 200 mètres. Du coup, tu sais qu'elle est en train de le faire, et ça crie, et les gens sont en transe, quoi. C'est improbable, quoi. Et elle s'écroule à tes pieds en plus. Et oui, alors elle touche la barrière, elle manque de basculer parce que elle a tout donné, mais j'imagine pas la dernière descente, parce que la dernière descente qu'elle a réalisée, du coup, c'est cette descente facile sur sentier. Mais je l'imagine dans la descente courir à 15 km/h, et puis arriver sur cette route, et puis continuer à courir. Donc, si tu veux, elle est au bout du bout de ce qu'on peut donner dans un effort au bout de 60 heures. Et donc, elle s'écroule, et elle perd pas connaissance, mais tu vois bien qu'elle est allée au bout, quoi. Enfin, c'est trop beau, quoi. Ce moment, c'est inoubliable. Incroyable, une puissance absolue. Comment tu vis, toi, Seb, la cérémonie avec le clairon, en tout cas, qui sonne la fin de ta Barclay? C'est aussi un moment qui a aussi dû être très émouvant pour toi. Ouais, alors il y a des proches qui m'ont dit: ah, c'est dur, etc., ce clairon, machin. Moi, j'ai vachement apprécié, en fait, parce que il sonnait. Alors certes, il sonne le glas de ta course, mais c'était solennel, c'était beau et solennel. Et ce moment de musique, rien que pour moi, tout le monde se tait, tu sais, à ce moment-là. Et voilà, c'est un moment que j'ai vraiment apprécié. De toute façon, je savais que ma course était finie. Et donc voilà, ça marquait la fin de ma Barclay. Mais bon, voilà, c'était le dernier coup de clairon, c'était pour moi. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même, voilà, t'es le dernier à avoir résisté, tu vois. Seb, sur le bilan là, de cette Barclay, j'ai regroupé aussi là, les questions des auditeurs, donc, notamment Corentin, Yvan et Dims, qui me demandent ce qui t'a manqué ou ce que tu aurais aimé avoir en plus pendant la course. Voilà, je sais pas si tu as réécrit l'histoire, c'est, j'imagine, une multitude de paramètres. Et voilà, bah, qu'est-ce qu'il faudrait? Il m'a manqué. J'ai été seul trop longtemps. Pour un Virgin, j'ai été seul 3 tours, c'était beaucoup trop, quoi. Il m'a manqué au moins un tour et demi accompagné encore, quoi. Non, mais après coup, voilà. Si j'avais su que Jared et Craig étaient en condition pour finir les 5 tours en finisher, je les aurais attendus, j'aurais fait un bout de chemin avec eux. Et voilà, j'ai ce regret-là. J'ai pas été au niveau que j'aurais souhaité en orientation. J'ai perdu trop de temps. J'ai dû cumuler pas loin de 3 heures d'erreur. Donc pour un Virgin, c'est normal d'en faire. Mais voilà, il aurait fallu que je sois entouré plus longtemps.
J'avais les jambes en tout cas, j'avais le physique et le mental pour le réussir cette année. Donc voilà, et c'est pas passé. Hmm. Ça avait une question de Lucie qui était la plus en phase amont sur la prépa, compte tenu de ce que tu as pu vivre sur place. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses auxquelles tu aurais dû te consacrer peut-être un peu plus ou à l'inverse certaines un peu moins? Est-ce que sur cette phase préparatoire? Écoute, compte tenu des sensations que j'ai eues physiques, non, je changerais pas ma prépa. J'étais vraiment bien, je me sentais vraiment bien physiquement. L'orientation, je la travailler plus à la maison, ça servirait pas à grand-chose. Euh, non, bah, ce qui m'a manqué, c'est l'inexpérience de la course. Et voilà, forcément, ça aurait pu passer, mais c'était un pourcentage infime de chance. C'est passé pour Aurélien l'année dernière. Il avait fait pas un sans faute, mais il avait fait moins d'erreurs que moi. Moi, j'en ai fait un peu trop. Voilà, donc non, en termes de prépa, non, là, je me dirais que je ferais la même prépa si j'y retournais. Clara demande, et c'est important parce que là on parle des choses à corriger ou que tu aimerais optimiser, les points forts, les choses dont tu es heureux et satisfait de ce que tu as pu délivrer aussi de positif et qui ont été des réussites pour toi? Ben, bon, cette préparation physique, ça a été une réussite. En termes d'alimentation, j'ai quand même trouvé des choses. J'ai beaucoup plus mangé, j'ai trouvé des solutions par rapport à la Terminerum et je remercie mes partenaires. Si tu Euh, veux les citer, c'est l'occasion, Seb, je pense que c'est sympa. Natural Origin, ils m'ont vraiment voilà, préparé des produits qui m'ont permis de maintenir un niveau physique quand ça allait pas au niveau alimentation. Donc ça, c'est super positif. Euh, Ce qui est clair, c'est que je pensais pas me mettre en short en fait. Donc l'année prochaine, je trouverai des chaussettes hyper hautes. Si je dois me mettre en short, il faut que j'ai que les genoux et les cuisses à découvert. Il faut absolument que je me protège les tibias parce que c'est forcément une perte de temps à un moment donné parce que les ronces, tu les subis davantage et tu ralentis. Donc je ferai plus attention à ma tenue du bas du corps, ça c'est certain. Et voilà. Beaucoup de questions aussi, Thomas, Stéphane, Yvan, Lucie, Delphine interrogent le fait que ce soit la course la plus difficile que tu aies faite jusqu'à maintenant. Et j'ai une petite sous-question qui est par rapport à la Chartreuse Terminorum. Comment tu la situes aussi? Alors, j'ai précisé hein, quand j'ai dit ça, c'est la course solo la En plus solo, difficile ouais. que j'ai jamais réalisée. Parce Ouais. qu'on a eu des aventures en raid bien, bien difficiles également, bien plus hostiles en termes de faune ou d'engagement. Donc, si tu veux, sur la Barclay, je me suis pas jamais senti en danger, mais physiquement, elle offre jamais de repos. Du coup, c'est là vraiment pendant 60 heures sans dormir. En fait, c'est son format qui la rend très difficile. C'est-à-dire que c'est 2 jours et demi seulement, entre guillemets. Donc, tu peux ne pas dormir et tu te reposes jamais, 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 jamais. Et tu es dans un mono-activité à pied. Donc, c'est vraiment ça, c'est la course la plus solo, la plus dure solo que j'ai fait parce que même sur un tort des glaciers, tu as des moments de pause. Sur une traversée des Alpes, tu as des moments de pause. Et la Terminorum, pour comparer, la Terminorum, elle est énormément sur sentier. Donc là, c'est beaucoup plus confortable psychologiquement et physiquement. Tu dépenses beaucoup moins d'énergie physique et mentale sur une Terminorum que sur une Barclay. Alors la Terminorum est plus longue, hein, elle a d'autres facteurs plus difficiles. Mais voilà, c'est en ça que la Barclay est la course la plus difficile solo que j'ai jamais fait. Ouais. Question de Lucie, à nouveau. Est-ce que, selon toi, la Barclay a perdu son statut de course impossible à finir? Est-ce qu'il faut encore la durcir? Bah ça, c'est une grande question que vont se poser, je pense, Laz et Karl, c'est certain, parce que 8 finishers en 2 ans, c'est beaucoup trop par rapport au concept et au mythe de la Barclay. Euh, En fait, ce qui s'est passé depuis 2 ans, quand même, c'est qu'il y a eu 2 fois des conditions climatiques quasi idéales. Alors, trop chaud pour moi, mais pour les concurrents, quasi idéales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie. Parce que s'il se met à pleuvoir sur une Barclay, si cette année il y avait eu 24 heures de pluie, il y avait 0 finisher. Donc en fait, elle est hyper bien calibrée là, actuellement, sur un temps sec. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas 5 finishers chaque année qui va forcément. Ils vont décider forcément Ils vont prendre des décisions pour qu'ils restent sur leur 1-2% de finisher. C'est une certitude parce que sinon, et ben, elle aura plus autant de saveur. Elle sera banalisée et c'est pas souhaitable, je pense. Une autre question qui m'a été posée. Est-ce que cette Barclay a été à la hauteur de tes attentes et tes espérances?
Est-ce que tu as trouvé ce que tu es venu chercher? Je savais pas à quoi m'attendre. Enfin, elle a été à la hauteur dans son côté mystique, dans son côté organisation, comme je les aime. C'est-à-dire que c'est une organisation très simple, hyper chaleureuse. J'ai adoré le contact de l'organisation avec les coureurs. J'ai adoré l'ambiance entre coureurs. Alors là, ça a vraiment répondu à mes attentes. C'est-à-dire que je suis arrivé dans quelque chose que j'aime vraiment en termes d'ambiance. Et sur le terrain, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pour le coup, j'ai pas été déçu parce que c'est vraiment dur et que la Barclay pouvait pas être facile. Depuis le temps qu'on en parlait, c'était juste pas envisageable. Donc oui, elle a répondu à mes attentes globalement énormément. C'est c'est pour ça qu'on en parle autant. C'est pour ça que ça devient quand même un truc. J'imagine je trouve que depuis quelques années, on en parle de plus en plus, mais c'est justifié. C'est une course à Il y a un part. engouement très Elle est fort. vraiment à part. Katia et Electromind 13 qui me demandent ton pire et ton meilleur souvenir de cette folle expérience. Mon meilleur souvenir de cette Barclay, il y en a plusieurs. Il y a un moment qui est vachement sympa, c'est dans le deuxième tour où je suis un petit peu à la traîne et puis on arrive dans le nouveau secteur et là je prends le lead dans la descente entre les falaises et les ronces et c'est vrai que j'enchaîne super bien, j'ai un super feeling. Et là, John, Jasmine, Yor, Damian, ils sont tous derrière moi à me suivre. Et puis arrivé en bas, ils me congratulent, ils me félicitent chaleureusement et je me dis tiens c'est chouette, j'aurais servi à quelque chose sur ce tour quand même. Et tu vois, j'avais la reconnaissance de mes pairs sur ça à ce moment-là, alors que je traînais un peu la patte avant. Donc ça a été vraiment un chouette moment. Ouais, vraiment. Et puis le pire moment, il y en a deux, c'est quand au troisième tour, je me plante sur la 2 et que c'est double peine. Et puis ce moment dans le cinquième tour où je me retrompe à nouveau sur la 9 et que je sais que c'est fini. Là, c'est dur ce moment où tu t'y crois et là, on te coupe les pattes, quoi. Ouais, c'est dur ça. On parle d'avenir, c'est une question qui t'a été posée beaucoup, j'imagine, mais que là aussi, les auditeurs de Course Épique se posent. Yvan, John, Jaco, Johan, Clara, Héloïse, Johan, Tsej, 2025. Est-ce que c'est le moment de se poser la question sur l'éventualité d'y retourner si par chance c'est possible pour toi? Tu sais, quand je suis arrivé vendredi soir, je trouvais ça tellement dur. Je me dis, oh putain, je sais pas si j'y retournerai. Hein. Et là, on est mardi, normalement, tu as re-switché dans l'autre sens, a priori. Et Déjà. je vois dès le samedi matin, quand tu as Alors, ça dépend pas que de moi, mais il y a de grandes chances que j'ai envie d'y retourner. Mais après, il faudra que Laz soit OK avec ça. Il faudra que ce soit jouable professionnellement, etc. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui va au bout des choses généralement, hein, qui va au bout de. Voilà, j'aime pas bien ne pas aller au bout de ce que j'entreprends. Donc voilà, tu as la réponse. Après, ça dépend pas que de moi. Une petite série pour finir, Seb, de questions en rafale. Donc, tu peux me faire des réponses relativement succinctes. Est-ce que le prix du dossard n'est pas un peu élevé quand même, me demande Benoît? Raisonnable. C'est vraiment, c'est un exemple à suivre, tu vois. Ils trouvent d'autres moyens, parce que c'est 1,60 $ et ils trouvent d'autres moyens. Ils vendent un peu des t-shirts, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas une organisation à but lucratif. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pas être pris pour un billet de banque, quoi. C'est trop bien, quoi. Je ne veux pas être trop critique et être trop long, mais il y a des prix qui sont exorbitants parfois. Et là, ça fait du bien. C'est pas un problème. Enfin, si ce n'est que pour nous, Européens, il y a quand même un problème financier pour le déplacement. Mais voilà, ça fait pour un pas cher les Américain. kilomètres, en tout cas. Quel ratio qu'on étudie habituellement? 1,60 $ pour ce que tu as couru, c'est raisonnable. Ouais, c'est clair. Mathieu qui demande à quand une Barclay sans frontale. Laz va bien nous inventer ça un jour. Là, ce serait juste impossible. Ce serait juste impossible. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y a un Bulgare qui était là et son assistante était paniquée parce qu'il est parti sur son deuxième tour sans sa frontale. Donc heureusement, il s'en est rendu compte parce que là, le chantier que c'est, là, si tu te retrouves sans frontale dans une forêt, c'est une forêt d'ans et qu'il y a des arbres partout, il n'y a pas de découvert. Donc du coup, même une lune ne pourrait pas t'aider, quoi. Donc ouais, je pense qu'il va trouver d'autres idées pour durcir la course que ça. Anne-Laure qui me demande si tu sais pourquoi Laz a traîné pour l'envoi de ta lettre. Ah oui, je sais, j'ai la réponse. C'est génial. Et on en discutait, c'est les Français, à un moment donné, ils discutaient avec lui, puis il dit, viens Seb, on parle de toi. Et en fait, il explique que donc il a fait son choix de ses 40 coureurs. Moi, c'est hyper compliqué parce qu'il a des milliers de demandes.
Et donc, il envoie ses lettres de condoléances, il fait sa liste d'attente, etc. Et puis, un mois après, la lumière est revenue. Enfin, il a eu une idée. Il se dit, mais au fait, est-ce que j'ai pris le gars qui a gagné la Terminorum Chartreuse? Et là, il regarde, il fait, mince, je l'ai pas pris. et donc, il se dit, je vais le mettre sur liste d'attente. Et le jour où il se dit ça, il y a un des 40 sélectionnés qui s'est désisté. Du coup, il a dit, bon, bah allez, c'est un signe, je le mets direct sur la liste principale. Comme je l'avais oublié, qu'il méritait, je le mets dedans. Donc voilà, l'histoire est là, en fait. Le fameux de Il l'histoire. avait été étourdi, il m'avait oublié, et en fait, il s'en est rappelé un mois après. Question de Florian, est-ce que le cheeseburger qu'on te voit manger assis sur ta chaise à l'issue de la Barclay était bon? Ouais, là, il fait du bien, parce que c'est un moment où ça y est, enfin, tu arrives à manger des trucs solides. Donc, il était froid, mais alors, je me souviens encore du craquement des oignons dans la bouche, là. Cette petite saveur était excellente. C'est sympa le hachis parmentier lyophilisé, mais quand même. Ouais, c'était meilleur que le hachis parmentier. Mais le hachis parmentier glisse bien, passe bien. Nebaf qui demande si Frozen Head, c'est joli quand même, puisque tu as eu le temps de faire du tourisme en 60 heures, point d'interrogation. La forêt est agréable. Je dirais que pour 2 jours de randonnée, c'est vraiment une belle forêt, très sympa. Voilà, donc et c'est assez bien aménagé. Il y a des campements. Voilà. En plus, on peut voir des coyotes. Alors. Question d'Alex, qui a eu l'honneur d'avoir la montre tactile? Eh ben, on n'en sait rien. Et on se demande s'il y en a vraiment une, si c'est pas un jeu de Lazarus. En tout cas, moi, j'ai pas su qui l'avait eu. Dernière question de Romain, mais qui dit comment c'est possible, comment un ultra-terrestre comme Seb n'a pas pu être finisher? Voilà, tu nous as livré une partie des réponses. Oui, en fait, parce que je suis humain. On m'a mis un petit peu trop haut sur un piédestal. Et en fait, voilà, je vous ai montré qu'en fait, non, c'était pas si simple cette affaire. Après, il faut pas minorer la performance que tu as faite, qui est quand même remarquable. Pour réussir ouais, c'est gentil. C'est en soi une performance exceptionnelle. Il faut aussi mettre le curseur au bon endroit. Seb, il y a souvent des minutes de silence dans les stades. Moi, j'ai envie de faire une minute de musique pour toi. Je vais faire ça et puis je te laisserai réagir ensuite. Tu nous expliqueras le pourquoi du comment. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, atteindre l'inaccessible étoile. Ouais, j'ai des frissons là. Ouais, j'ai les larmes aux yeux, alors c'est pour te dire, j'ai j'ose des pas frissons, imaginer toi. Cette chanson, en fait, cette chanson, je l'ai réécoutée beaucoup cette année et elle me parle énormément. Et en fait, je transformais un peu certaines paroles, tu vois. À la fin, c'était l'inaccessible Barclay. Je chantais à tue-tête dans la forêt. D'ailleurs, dans le tour numéro 2, à un moment donné, je suis avec mes compagnons et puis ça me prend, je me mets à chanter. Et Damian Hall m'a envoyé un message hier, je vous ai dit, et il me dit, d'ailleurs, je voulais te dire, je te remercie, le moment où tu t'es mis à chanter, c'était juste magique dans la forêt. Et ouais, ces paroles de Jacques Brel, elles sont vraiment fortes. Alors lui, c'est pour un amour, mais je trouve qu'elles sont adaptables à plein de choses, quoi. Voilà, il faut suivre son étoile. Bon, moi, là, pour le coup, c'était la Barclay, mais on a plein d'étoiles à suivre et puis à atteindre. Et ouais, c'est Jacques Brel, quoi. C'est après Edith Piaf, Jacques Brel, voilà, j'adore chanter des légendes comme ça. Mais j'ai encore des frissons là, je te remercie. Ouais, moi aussi. Le morceau s'appelle La Quête pour les auditeurs qui voudraient se plonger dedans. Et effectivement, le texte est très évocateur et s'applique très bien aussi à l'histoire que tu as vécue sur cette Barclay. Merci beaucoup Seb d'avoir trouvé du temps aussi rapidement à ton retour là des États-Unis pour Course Épique et pour les auditeurs. Tu nous as fait vibrer à distance. Je pense que tu peux pas mesurer à quel point nous aussi on a vécu pleinement ta course. Celle de évidemment tous les coureurs aussi, tous les finishers, ceux qui sont pas allés au bout, Jasmine aussi qui a une place toute particulière dans cette Barclay. Évidemment, en tout cas, tu as forcé l'admiration de nous tous, sois-en sûr. Il y a de la place sûrement pour un peu de déception, mais tu peux être fier de ce que tu as accompli. Et puis, nul doute que cette histoire avec la Barclay ne fait que commencer, Seb. Je te souhaite
plein de plaisir pour l'avenir parce qu'il y a plein d'autres projets. On a beaucoup parlé de la Barclay, mais dans l'épisode préliminaire à la Barclay, tu nous avais donné aussi un aperçu de ce qui t'attend pour 2024. C'est encore une année qui va être très longue et puis très belle, donc je te la souhaite pleine de succès et puis voilà, de continuer à nous faire vibrer et à être aussi généreux dans ce que tu partages avec nous tous. Ça me touche beaucoup tes mots et puis les mots des auditeurs et les messages que j'ai reçus. Donc, je vous remercie et je vais continuer à suivre d'autres étoiles et si je peux vous emporter dans mes aventures, c'est super bien, super beau. S'il te plaît, continue ta quête, Seb. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.